Hello! Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite info qui t'a peut-être échappé si tu ne me suis pas sur les réseaux sociaux ou sur mon blog. J'ai rejoint depuis cet automne l'équipe du podcast Mana et Plasma. Dans le domaine de l'imaginaire, on y parle aussi bien de littérature, de cinéma, de séries ou encore de jeux vidéo. On est nombreux, avec des profils très variés, ce qui crée une grande richesse dans les échanges. Donc n'hésite pas à venir nous écouter, je te mets le lien du podcast dans la description de la vidéo. Ce petit coup de projecteur étant fait, j'en reviens au sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de La fille automate. Je te parle bien du roman de Paolo Bacigalupi, pas de La fille automate. Le jeu de mots peut te paraître pourri, d'autant que la page de couverture s'affiche sur ton écran. Mais sache qu'à l'occasion d'un café littéraire, on m'a vraiment demandé si c'était automate. Et comme dans ce bouquin, il est mine de rien question de fruits et de légumes, avec un peu d'imagination, ce titre aurait été possible. Allez, on commence par parler de l'auteur, Paolo Bacigalupi. Outre le fait qu'il m'a fallu 15 minutes de répétition pour être capable de prononcer dignement son nom, que puis-je te dire sur lui? Bacigalupi. Bacigalupi est né en 1972 dans le Colorado, aux États-Unis, dans une famille de hippies idéalistes. Alors, pas de jugement de valeur de ma part, c'est lui-même qui le présente ainsi. Dans les années 70, ses parents ont fait partie d'une communauté qui prônait le retour à la terre et qui militait pour l'agriculture biologique. Pour autant, il ne s'est pas senti lui-même investi de la thématique environnementale immédiatement. Il ne s'est vraiment penché là-dessus que lorsqu'il a travaillé pour un magazine de nature et d'environnement. Et à force de travailler dans le milieu, il s'est rendu compte que l'urgence écologique n'était pas une simple lubie de ses parents. De cet auteur, je n'ai lu que La fille automate, mais tous les articles et interviews que tu peux lire sur Bacigalupi rappellent constamment que l'environnement incarne son grand sujet d'écriture. Au début de sa vie d'écrivain, Bacigalupi a eu du mal à percer. Il avait écrit 4 romans, dont La fille automate, sans parvenir à les publier. Et c'est en publiant des nouvelles dans différents magazines qu'il a réussi à se rendre visible et à voir ses romans enfin édités. Son premier roman publié a ainsi été La fille automate en 2009 aux États-Unis. Ce roman a fait le buzz à l'époque. Le Time Magazine l'a référencé comme l'un des 10 meilleurs romans de l'année 2009 et il a enchaîné tous les prix possibles aux États-Unis mais aussi à l'étranger. Citons notamment le Hugo, le Nebula, le Locus, le Compton Crook et le John W. Campbell Memorial Awards. En France, il a eu les prix Planète SF, Bob Moran et le Grand Prix de l'Imaginaire. Tout ça entre 2009 et 2013, sachant qu'en France, il a été publié en 2012. J'ai vu Bacigalupi en 2016 aux Utopiales. À ce moment-là, je trouve qu'il bénéficiait d'une aura importante. Depuis, j'ai l'impression que ça s'est calmé, malgré de nouvelles publications de romans et de nouvelles, que je n'ai pas lu d'ailleurs, donc je ne pourrais pas te dire ce que ça vaut. Allez, maintenant on en vient au pitch de ce roman. Ouh, mais c'est que ça fait peur un maïs génétiquement modifié. Je t'assure qu'il y a un lien entre ce maïs diabolique et la suite de mon propos. Si. L'action se déroule en Thaïlande au XIIIe siècle, dans la ville de Bangkok, dans un monde clairement dystopique. Je te le disais, l'environnement c'est la thématique phare de Bacigalupi. Et tu vas voir qu'ici, c'est une évidence. Dans ce futur, la Terre a connu toutes les catastrophes écologiques qu'on nous prédit régulièrement. Extinction d'une grosse portion des espèces vivantes, pandémie en pagaille, montée des eaux, et avec tout le lot de guerres, de morts et de migrations qui vont avec tout ça, évidemment. Des pays entiers se sont effondrés. Le portrait de la planète dans son entier ne nous est jamais dressé exactement. Mais on comprend que ce n'est pas rose. Évidemment, il n'y a plus de pétrole, ou presque plus. Les voitures sont rares et symbolisent donc la richesse. De nouvelles énergies ont dû être trouvées. Ils ont notamment développé des piles à ressorts. Ce sont des espèces de ressorts ultra développés qui produisent de l'énergie en se desserrant au fur et à mesure. Mais pour autant, ça reste moins efficace que de se brancher au réseau électrique comme on le fait en toute simplicité aujourd'hui. Il faut vraiment avoir conscience que dans ce sinistre avenir, l'énergie est rare. En témoignent 2 choses.
les ordinateurs à pédales, tu l'auras compris, il faut pédaler pour les faire fonctionner, mais aussi l'usage d'éléphants génétiquement modifiés, appelés les mastodontes, pour réaliser les tâches que les machines faisaient avant. En parlant de modification génétique, cela fait partie des éléments à ajouter à la longue liste des éléments pourris de cet avenir. Et là encore, Bassigaloupi ne fait qu'imaginer une généralisation de ce qui est déjà bien en germe depuis plusieurs décennies. Regarde Monsanto. J'imagine que tu as entendu parler de la technologie dite Terminator acquise par Monsanto. Le principe étant de modifier génétiquement les semences de manière à ce que la récolte soit certes consommable, mais ne puisse pas servir pour être à nouveau ensemencée. Autrement dit, ils ont créé des plantes incapables de se reproduire. Ça permet évidemment d'obliger l'agriculteur à racheter des semences chaque année. Tu imagines le désastre à la fois sur le plan humanitaire et écologique. Autre technique de Monsanto qui est décriée, le fait de créer des plantes OGM résistantes aux insecticides. Les études montrent que les insectes et les maladies deviennent alors plus résistants, si bien que sur le long terme, il devient impossible de se passer des OGM, les plantes non modifiées étant trop fragiles. Ça fait d'ailleurs un peu penser à la problématique des antibiotiques quand on y réfléchit. Donc, si l'on en revient à ce 23e siècle paradisiaque que nous décrit Bassigaloupi, il faut imaginer que les techniques de Monsanto sont devenues la norme et qu'elles ont généré une série de catastrophes écologiques en chaîne. Les plantes non modifiées génétiquement sont devenues rares et souvent trop fragiles, au point qu'il est devenu quasiment impossible de manger autre chose que des OGM et qu'on n'a jamais la certitude que ce qui est dans notre assiette ne contient pas les germes d'une maladie. Mais la Thaïlande dans tout ça fait partie des rares pays qui ont réussi à sauvegarder une banque importante de semences naturelles qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qui sont conservées dans des sites ultra sécurisés. Cela fait évidemment baver les entreprises américaines de type Monsanto qui y voient des opportunités pour de nouveaux croisements génétiques. Si la Thaïlande est parvenue à sauver un peu les meubles, c'est grâce à la création d'un ministère de l'Environnement puissant qui effectue des contrôles permanents pour vérifier le type de semences importées et qui n'hésite pas à brûler tout commerce ou entreprise qui utilise des semences, fruits ou légumes illégaux. Mais l'âge d'or du ministère de l'Environnement touche à sa fin. Outre la corruption qui gangrène le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Économie essaye de prendre sa revanche et d'ouvrir davantage le pays sur l'extérieur. Cela se ressent d'ailleurs sur les étals des marchés où il est dur de trouver un produit vraiment naturel. L'intrigue nous amène ainsi à suivre l'évolution de la ville de Bangkok sur quelques semaines, avec la question de savoir quelle vision de l'avenir va l'emporter. La vision du ministère de l'Économie ou celle du ministère de l'Environnement? La vision de la firme américaine Agrigen, sorte de Monsanto du futur, ou celle d'une préservation du système thaïlandais. Mais cette intrigue est dans le fond assez effacée. Elle fait surtout partie du décor. On met d'ailleurs beaucoup de temps à la comprendre. Il nous faut le temps nécessaire à la compréhension du contexte sociétal, ce qui a beaucoup nu à ma lancée dans cette lecture. Il m'a bien fallu 200 pages pour que je plonge vraiment dans le bouquin. Il faut dire que ce qui nous tient en haleine, c'est avant tout les sous-intrigues liées aux nombreux personnages. Il nous faut donc le temps de découvrir chacun des personnages avant d'être vraiment lancé. D'un chapitre à l'autre, on alterne ainsi entre les personnages suivants. Le personnage de Jedi, le tigre de Bangkok, comme on le surnomme. C'est un capitaine du ministère de l'Environnement. Il est réputé intraitable face à ceux qui tentent d'importer des produits illégaux. On suit également son second, le lieutenant Kanya, un personnage au début assez effacé, mais qui finit par acquérir beaucoup d'importance. Autre personnage, Hock Seng, un réfugié échappé de Malaisie. C'est un ancien entrepreneur qui a tout perdu suite à une épuration ethnique. À Bangkok, on le qualifie négativement de yellow card, ce qui souligne son statut d'émigré clandestin. Il dirige néanmoins une petite entreprise pour le compte d'un Américain. L'Américain en question, nommé Anderson, ne dirige en réalité cette entreprise qu'en guise de couverture. C'est un agent infiltré d'Agrigen, la boîte de type Monsanto que j'évoquais il y a une minute. Et enfin, la fille automate, à mi-chemin entre l'androïde et le clone. Elle a été génétiquement fabriquée, mais à un tel point de précision qu'on peut dire qu'elle a aussi été programmée comme un logiciel. La fille automate vient du Japon où l'on comprend que les siens sont très répandus. Mais en Thaïlande, elle symbolise tout le mal de la manipulation génétique. Son ancien propriétaire, un homme d'affaires japonais, l'a abandonnée à Bangkok où elle vit désormais de façon illégale dans un bordel en tant que prostituée. Pour être honnête, j'ai trouvé les personnages un peu décevants. Ils sont chacun animés par un grand objectif, comme s'il n'y avait que ça qui les définissait.
Ils ont beau avoir une personnalité bien développée, des souffrances, des souvenirs qui les hantent. Je ne saurais dire pourquoi, mais on ne s'accroche pas à eux. Alors évidemment, ils restent bien meilleurs que les personnages sortis d'un mauvais Philippe K. Dick, ce qui n'est pas bien difficile d'ailleurs. Mais c'est décevant dans la mesure où ce roman s'appuie justement sur cette série de portraits de personnages. Je te le disais, l'intrigue d'ensemble a peu d'importance. Ce qui compte réellement, c'est l'univers imaginé et ses personnages. Logique donc d'être exigeant sur ce point. Le personnage de la fille automate m'a d'ailleurs semblé trop décalé. Elle est touchante et plutôt bien pensée, mais je trouve qu'il y a un écart trop important entre elle et le reste de l'intrigue. Bassigaloupi en fait trop avec ce personnage. Je comprends qu'évoquer la manipulation génétique sur les humains participe très bien à cette dystopie environnementale, mais il aurait fallu que ça fasse simplement partie du paysage. En faire une intrigue en soi qui n'a rien à voir avec l'intrigue d'ensemble, franchement c'est trop. Il fallait choisir ses sujets. Tu l'as compris, il faut lire avant tout ce roman pour son inventivité sur le plan environnemental. Ce roman nous présente un avenir malheureusement très crédible et qui fourmille d'idées. Ce livre est en soi une tribune politique et je pense qu'il peut contribuer à porter encore davantage la cause écologique. Sur ce point, bravo. Mais au vu du nombre de prix que ce bouquin a reçu, je me serais attendu à mieux, notamment sur le plan des personnages et de l'intrigue d'ensemble. Je crains qu'il ait reçu tous ces prix et bénéficié de cette aura médiatique uniquement parce que son message politique était fort. Sur le plan littéraire, c'est donc un peu dommage. Allez, c'est le moment de cliquer sur le petit pouce bleu et de s'abonner. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et te dis à très vite sur Miroir SF.